Bonsoir, nous nous retrouvons comme tous les soirs ici sur la Côte des Basques à Biarritz pour le championnat du monde de longboard. C'était aujourd'hui la 6e journée de compétition, mais la houle n'était pas au rendez-vous. Les organisateurs ont donc décidé de privilégier le relais. C'est un format de compétition un peu particulier, vous allez le voir, mais que les équipes apprécient particulièrement. Et c'est parti pour cette deuxième demi-finale et nous avons donc... Les plus rapides à la course ont une longueur d'avance. Avec un départ comme aux 24 heures du Mans, les premiers relais débutent 50 minutes de compétition. Ils doivent prendre 2 vagues seulement, ne surtout pas tomber et revenir taper dans la main du second relayeur resté sur la plage. Le temps est très important parce qu'ils ont 50 minutes pour que chacun des 4 surfeurs prenne 2 vagues. Alors il ne faut pas trop prendre son temps pour choisir ses vagues, sinon cela pénalise le reste de l'équipe. La gestion du temps est primordiale pour gagner. C'est pour ça que j'ai été si nerveuse. Seulement 2 vagues. Et c'est la première fois que le Japon participe à cette compétition. Si les relais ne comptent pas pour le classement des nations dans ce championnat du monde de longboard, les équipes se piquent au jeu. On aime beaucoup parce que c'est amusant en fait d'être une bonne équipe, courir, prendre une vague, et c'est très amusant. C'est une compétition à part du championnat des nations, mais c'est important pour l'équipe de se battre pour décrocher cette médaille. Les 4 compétiteurs des pays se succèdent dans l'eau. Les grandes nations de la discipline, dont le niveau des surfeurs est le plus homogène, sont donc favorisées. Et première bonne nouvelle, c'est la France qui a remporté ce relais grâce au talent de nos 4 tricolores, les frères Del Perro, Justine Dupont, Alice Lemoigne. La France est donc championne du monde de relais par équipe, un premier titre qui, on l'espère, va en appeler d'autres. On le voit à l'occasion de ces mondiaux de longboard, le surf est devenu un sport d'équipe et les surfeurs sont venus du monde entier pour défendre leurs couleurs ici sur la Côte des Basques. Les 32 équipes plantent fièrement leur drapeau dans le sable, mais sans chauvinisme. Les surfeurs sont voyageurs par nature. Défendre leur pays dans une compétition est une fierté. Les compétiteurs engagés s'accordent comme ils peuvent des conditions de vagues françaises, même si elles sont éloignées de leur latitude. On essaye de voyager en tant qu'équipe, mais par contre, c'est vrai que on a moins l'habitude de se dire allez on y va, 16 degrés c'est parti quoi. Le froid ne fait pas peur aux Russes. Le pays de Vladimir Poutine n'est pas réputé pour ses vagues, mais l'équipe a à cœur de laisser un bon souvenir plus que de ramener un hypothétique trophée. Nous voulions montrer notre talent, faire du mieux que nous pouvions et emmener l'équipe le plus haut possible. C'est ça le but. Il n'y avait pas d'objectif particulier de résultat, juste que chacun puisse se souvenir de la Russie comme d'une bonne équipe et de bons surfeurs, et j'espère qu'on a réussi. La plupart de ces compétiteurs connaissent le Pays Basque, destination surf incontournable. Mais se battre pour son pays, l'esprit d'équipe dans un sport individualiste comme le surf, permettent aux compétiteurs de goûter d'autres sensations. J'ai surfé ici très souvent. J'adore cette région et les vagues d'ici. Je suis hollandaise et c'est la destination de surf la plus proche de chez nous. C'est très important. Par chance, c'était marée basse. Mon équipe sur la plage était donc assez proche de moi. Ça m'aidait à me repérer dans l'eau, à savoir me situer grâce à eux et au drapeau. Je suis très fière de représenter mon pays et de passer un tour de plus. Le classement individuel des 4 surfeurs engagés par pays permettra de décerner le titre de la nation championne du monde, une motivation supplémentaire au moment de rentrer dans l'eau. Le spot de la Côte des Basques aujourd'hui est très international, vous l'avez vu dans le reportage, mais dans les années 50, il était uniquement fréquenté par une poignée de passionnés, dont vous, René Béguet. C'était comment dans les années 50? C'était vraiment des moments privilégiés. 50, c'est 58, 57, 58, vraiment le début du surf. Parlons plutôt des années 60 parce que c'est là où ça a explosé. Et alors dans ces années 60, comment démarre l'aventure? On sait qu'il y a une planche qui arrive ici par l'intermédiaire d'un scénariste de film américain. Elle est vraie cette histoire? C'est vraiment ça? Elle est totalement vraie. C'est pas tout à fait lui qui l'amène d'ailleurs, c'est le fils de Daryl Zanuck qui lui était surfeur. Quand il arrive à Biarritz, à l'hôtel du Palais, pour écrire le scénario de Le Soleil se lève aussi, il voit qu'il y a des vagues. Et il se fait envoyer 2 planches en même temps que les caméras. Et à partir de là, donc, ça va se développer. Vous, à l'époque, vous êtes
l'un des plus jeunes de la bande. Et en fait, vous n'avez pas la chance d'avoir une planche, vous récupérez les planches, c'est ça, Voilà. de ceux qui surfent? Quand le surfeur tombe, la planche est ramenée au bord par la vague. Et nous, notre mission, c'est d'empêcher que la planche se fracasse contre les blocs. Donc on essaye de l'arrêter. Alors c'est un peu compliqué parce qu'on fait 35 kilos, mais la planche en fait 25. Et on en a quelques séquelles. Vous avez quelques bleus, c'est ça? Quelques bleus, quelques coupures. Bon. Et le temps que le surfeur revienne à la nage, on repart au large et on prend quelques mousses. C'est comme ça que tous les gamins de l'époque ont démarré. Et tout ça a participé à créer une atmosphère dans les années 60, une atmosphère que vous avez prise en photo tout au long de cette décennie. Vous venez de publier un livre avec Alain Gardinier. Quelle est la part du surf dans cette ambiance des années 60 ici à Biarritz et qu'on retrouve dans votre livre? Alors la part du surf, c'était un petit peu le lien parce que avec les surfeurs sont venus par exemple un groupe d'Américains en 64 qui ont importé le skateboard, les t-shirts, les board shorts, etc. Enfin, tout un tas de technologies qu'on ne connaissait pas. Donc c'est cette ambiance de découverte qui a créé l'ambiance à la Côte des Basques. En plus, c'était une bande de copains, on se connaissait tous. Quand vous voyez votre Côte des Basques aujourd'hui avec 300 personnes dans l'eau par rapport à celle que vous avez connue dans les années 60? Eh ben, je dis que j'ai eu de la chance d'être là dans les années 60 parce qu'aujourd'hui, ça devient compliqué. Alors, il n'y a pas que l'affluence qui a changé entre les années 60 et aujourd'hui. René Béguet parlait de planches de plusieurs dizaines de kilos. Là encore, le design, ce qu'on appelle le shape de la planche, le longboard, a considérablement évolué. Je vous propose de voir ça avec un shaper à la canot. Le shaper, c'est un peu le meilleur ami du surfeur, le bon génie capable de concevoir la planche de ses rêves. Salut, bienvenue à l'atelier. Gérard Depéris shape depuis 40 ans. Les planches n'ont plus de secret pour le canoler. Petites comme grandes, à chacune ses particularités. La différence, quelque part, entre un shortboard et un longboard, ça va être des planches qui vont être beaucoup plus tendues, beaucoup plus plates, assez larges, assez confortables. Jusqu'à fin des années 60, les gars arrivaient à ramer à genoux, se mettaient à genoux et ramaient comme ça. C'était le surf d'époque. La longueur, c'est 9 pieds, c'est l'équivalent de 2,75 m. Un shortboard va avoir des appuis précis entre les deux pieds. Il y a un pied, deux pieds, et le deuxième pied là. Voilà. Alors sur un longboard, on arrive à croiser les pieds, à se déplacer. Allez, c'est par là. Direction la salle de shape, l'atelier où les planches prennent vie sous la main de Gérard. Le pain de mousse a été taillé par une machine. Le travail de l'artiste peut commencer. Je me mets dans la peau du surfeur qui va utiliser cette planche. Toute l'énergie qui me reste à mettre dedans, c'est de donner du caractère à la planche. Et le caractère se dessine sous le longboard, la partie en contact avec l'eau. La majorité des longboards de compétition sont concaves sur quasiment 1 mètre. Le concave concentre l'eau, donc soulage la planche. Si je pars de l'avant, on peut vraiment visualiser la profondeur. On voit mon doigt apparaître, donc on voit la profondeur du concave qui est en train doucement de diminuer et qui doucement passe sur un profil différent qui va être l'inverse, ou là, qui va être qu'on appelle le V, qui donne cet angle-là. Voilà. Et quand on arrive sur l'arrière, sur mes conceptions, moi je mets, ici c'est concave. Donc c'est du V avec double concave, qui permet ce concave d'avoir des accélérations dans les manœuvres. Après une quinzaine d'heures de travail, la planche est la plus épurée possible. C'est comme un coup de pinceau, c'est un trait dans l'eau, c'est un trait qui s'accroche dans la vague. Allez, ce journal des mondiaux de longboard est terminé. Merci à Quentin Trigodet pour les images et à Inès Cardenas pour le montage. Demain, avant-dernière journée de compétition que vous suivrez sur Rnoa à 19h50. À demain. We sit down on the rhythm and with the God Almighty. We don't want no dime in the meter, we don't want no woolsey. The only thing we want is a good sense. We reach up in a New York, we feeling irate. Up in our front, we not the category. Sit down on the rhythm.